knock on good, they can bring you. Et si pour démêler des situations conflictuelles on tentait la méthode et le discernement? Et si pour ce faire, les recherches en négociation et en médiation pouvaient aider les responsables diversité inclusion? Tel est l'esprit dans lequel l'AFMD, l'Association française des managers de la diversité, et l'ADRIPS, l'Association pour la diffusion de la recherche internationale en psychologie, ont organisé une journée d'études le 9 décembre 2024 en présence d'une centaine de professionnels de la diversité et inclusion et de chercheurs et chercheuses en psychologie sociale venus de France, Suisse, Belgique et États-Unis. À cette occasion, nous en avons enregistré 6, leur avons soumis quelques témoignages de terrain. Pour refermer cette série, nous retrouvons à nouveau Claudia Thomas qui enseigne la psychologie sociale à l'Université libre de Bruxelles. Oui, je pense que la question de l'impact est importante pour toute politique, en fait. Donc, ce n'est pas spécifique aux politiques de diversité. Du moment où on met en place une politique, on veut savoir si elle change quelque chose, si la personne cible, le groupe cible, son vécu psychologique, organisationnel a pu changer. Et donc, je pense que, en théorie, ça faisait partie de la question initiale. Et pourtant, les politiques de diversité ont évolué d'une manière qui nous a peut-être un peu échappé. Je m'explique. Ces politiques de diversité sont arrivées en Europe via les multinationales. Les multinationales avaient vraiment un intérêt d'évoluer dans un monde globalisé où le talent se trouve partout. Et donc, les organisations ont compris rapidement qu'il fallait se rendre attractif envers des gens des horizons différents. Si on est en France, comment attirer des gens d'Australie, d'Inde, de Canada. Et donc, ça a été vraiment, à mon sens, devenu un outil, en fait, un outil pour attirer des talents, un outil pour rendre les organisations plus profitables. Et donc, on a un peu occulté, ou on a eu une incompréhension de comment ça marche réellement dans les organisations, en disant que une organisation ne pourra pas être rentable, ne pourra pas survivre dans le milieu pendant longtemps si les employés de qualité qu'on a réussi à attirer ne sont pas vraiment heureux, satisfaits de leur travail dans ces organisations. Donc, on a commencé à se poser la question, ah oui, c'est vrai, on a réussi à avoir beaucoup de personnes, mais ces personnes partent. Et donc, beaucoup d'organisations ont commencé à se rendre compte d'un turnover assez important. Et donc, la réflexion a commencé à évoluer du côté de bien-être des employés. Il est vrai que peut-être amener de la diversité, ce n'est pas suffisant. Attirer des gens, ce n'est pas suffisant. Il faut s'interroger si les gens se sont vraiment inclus, se sont vraiment soutenus, s'ils ont vraiment des bonnes perspectives d'évolution dans l'organisation. D'où la question de l'impact. Mais à ce que vous dites, j'ai l'impression que la question de l'impact amène une réflexion sur les critères de satisfaction que l'on se donne et que on va déplacer potentiellement ces critères en fonction de ce que l'on ressent, mais que c'est moins l'évaluation qui va être en jeu que finalement justement la réflexion sur ces critères. Je pense une ne peut pas être dissociée de l'autre. En fait, il faut pouvoir savoir sur quels critères on va évaluer et comment on va définir l'impact. Mais en fait. Typiquement, si on définit les avancées en diversité et inclusion comme un changement de culture des collaboratrices et collaborateurs qui seraient peut-être moins dans la compétition et davantage dans l'écoute, la participation, la coopération, est-ce qu'un changement de culture, ça peut s'évaluer ? Oui, je pense que ça peut s'évaluer. Ça peut s'évaluer de différentes manières. On peut le mesurer de manière directe ou indirecte. On peut effectivement demander aux gens, aux employés même, sur une série de dimensions, quelle est la perception de la culture. Il y a plein de modèles de culture organisationnelle. Effectivement, sur la dimension coopération-compétition, est-ce que ma culture, c'est une culture qui est focalisée sur le résultat ou qui est focalisée sur la personne? Est-ce que c'est une culture innovative? On peut évaluer cela en demandant aux employés, ou on peut demander à des gens de l'extérieur comment ils perçoivent l'organisation, ou on peut, donc ça c'est de façon plus directe, ou de façon indirecte, on peut voir
si on pense que c'est une organisation qui doit aller vers quelque chose de plus coopératif ou plus orienté vers les employés, on peut effectivement demander aux employés, même si ils perçoivent de la coopération ou de la compétition, s'ils perçoivent qu'une place importante leur est accordée ou au contraire, qu'ils se sentent plutôt comme des instruments à l'accomplissement d'un objectif plutôt de type profit. Voilà, donc il y a des façons de mesurer. Bon, après, ça ne peut pas se faire sur une seule évaluation ne suffira pas. Donc, il faut mettre en place un processus d'évaluation où on peut, voilà, si effectivement l'exemple est bon, parce qu'effectivement la culture organisationnelle, c'est quelque chose qui prend du temps, on peut suivre l'évolution en utilisant différents indicateurs, qui soient soit au niveau des personnes qui travaillent, au niveau des stakeholders, donc des gens qui sont, je sais pas, actionnaires dans l'organisation ou des compétiteurs, de voir comment s'accordent les différentes perceptions, et comment s'il y a une évolution ou peu dans le temps. Donc, la diversity fatigue, ce qu'on appelle la diversity fatigue, elle est quantifiable ? Oui, elle est tout à fait quantifiable aussi. Elle a aussi la méthode compte, donc on peut utiliser de nouveau des questionnaires, mais on peut utiliser, si on veut vraiment donner la voix aux personnes, des entretiens. Et on peut faire des analyses qualitatives, on peut faire des analyses de contenu et voir qui sont les thèmes récurrents qui ressortent de récits des personnes. Et effectivement, il peut avoir une fatigue auprès des groupes désavantagés ou dominés, comme il peut avoir une fatigue auprès des groupes dominants ou majoritaires. Et donc, on peut leur demander pourquoi pensez-vous que ces politiques ne servent à rien? Pourquoi pensez-vous que l'organisation va trop loin? Pourquoi vous êtes désinvesti? Ou est-ce que vous avez eu l'intention dans le passé de vous impliquer, d'être vous-même l'ambassadeur de certaines actions? Pourquoi vous ne l'êtes plus maintenant? Et donc, je pense que oui, c'est une manière de faire. Mais je pense qu'actuellement, les organisations, comme beaucoup d'organisations ne considèrent pas les politiques DI comme une priorité, on n'a pas beaucoup de ressources pour pouvoir faire ce type d'évaluation et donner la parole aux employés. Et donc, moi, mon expérience en tant que chercheur, avoir donné la parole à des employés montre qu'en fait, les gens ont une énorme envie d'être écoutés, de pouvoir dire ce qu'ils vivent dans les organisations. Et en fait, ça dépasse même la politique de diversité. Je pense que malheureusement, beaucoup de personnes souffrent de reconnaissance, de buts clairs, d'un travail qui est valorisé, d'un travail qui a du sens pour eux. Et bon, si je reviens à la politique de diversité, on voit que sur ces questions-là, ces questions deviennent plus récurrentes auprès de certains groupes sociaux. C'est surtout, on va dire, des groupes défavorisés, peu représentés, qui sont pas assez reconnus, qui a pas assez de reconnaissance, donc il n'y a pas assez de reconnaissance, qui a pas assez de réussite, qu'ils n'ont pas l'impression que leur travail soit vraiment vu à sa juste valeur. Donc, finalement, avec ces politiques de diversité, on touche à des besoins assez fondamentaux que les individus ont au travail, et où on voit que l'organisation permet la satisfaction de ces besoins plus à certains groupes, à ces personnes dans l'organisation, plus qu'à d'autres. Mais dans votre réponse, j'entends finalement presque deux définitions de la diversity fatigue. Il y aurait quelque chose qui serait de l'ordre d'une chute de l'investissement dans ces questions-là, de la part de certaines personnes, ou bien ce serait une espèce de frustration quant à la reconnaissance des efforts que l'on fait pour la diversité. Alors, ce serait où? Ce serait les deux? Oui, ce sont les deux. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont été effectivement très, très investis sur ces questions-là, qui parfois ont pris des risques, je ne sais pas, sur des questions d'harcèlement, et qui ont vu que leurs signaux d'alerte n'ont pas servi pour changer fondamentalement les organisations. Donc, ces personnes se mettent clairement en retraite et ils sont déçus, ils deviennent cyniques, critiques et cyniques envers ces politiques. Et puis, il y a ceux qui étaient peut-être avec un rôle moins actifs dans un premier temps, mais qui espéraient beaucoup, qui vivaient une certaine forme d'exclusion, qui vivaient une certaine forme de reconnaissance. Et ces personnes, ils sont quelque part aussi
conforté dans l'idée que voilà, c'est bien la preuve qu'il ne fallait pas s'investir ou attendre plus de ces politiques-là. Donc c'est vraiment, je dirais, triste à voir. Donc, je le disais tout à l'heure dans mon intervention, que moi, je suis plus inquiète de la diversity fatigue que de la diversity resistance, parce que la résistance est un phénomène presque voilà, naturel lorsqu'on essaye de créer du changement, alors que la fatigue, c'est un phénomène qui finalement va à l'encontre d'une action collective qui est nécessaire pour poursuivre sur les politiques équité, diversité, inclusion. Et donc, on peut espérer un impact grandissant et mieux reconnu ? Oui, en fait, on peut attendre un impact. Les politiques de diversité ou les actions de diversité ont de l'impact à condition qu'elles soient bien faites. Je pense qu'actuellement, on en fait trop. En fait, on en fait trop dans le sens, on en fait trop et pas assez cohérent, en profondeur, avec une bonne implémentation, avec des bonnes mesures d'impact. Donc, on en fait trop des politiques vitrines qui sont, voilà, on en parle beaucoup, on parle de façon très, très, très globale. Donc, beaucoup d'organisations qui se disent, qui vivent la diversité, qui sont très engagées, mais quand on regarde les actions qu'ils mettent en place, cela ne se traduit pas dans les actions concrètes et ça se traduit encore moins dans les résultats. Et donc, je pense qu'on doit juste changer de façon de faire. Je pense qu'il faut faire moins pour en faire plus, pour avoir plus d'impact. Donc, j'inviterai les organisations à faire des analyses beaucoup plus poussées pour identifier quelles sont les raisons qui les poussent à avoir une politique de diversité, quels sont leurs problèmes spécifiques, quels groupes ou quelles sont leurs priorités. On peut identifier plusieurs problèmes, mais on ne peut pas adresser tous les problèmes en même temps. Et donc, vraiment, essayer d'identifier un problème à la fois avec une série d'actions et puis surtout avoir des bonnes mesures d'impact. Et moi, je suis assez convaincue que beaucoup de personnes qui actuellement sont résistants, sceptiques, cyniques, peuvent être convaincues si on voit une organisation qui fait des efforts, on va dire, plus authentiques et plus focalisés plutôt que voilà, beaucoup d'affichage sur les questions de diversité. Donc, et d'ailleurs, dans une recherche que je mène actuellement avec une collaboratrice aux États-Unis, on a mesuré les différentes composantes des politiques de diversité. Donc, on appelle composante normative, c'est pourquoi on fait, la raison morale, la raison légale. Après, on regarde les idéologies. Donc, est-ce qu'il y a des idéologies multiculturelles, une idéologie colorblind? Ensuite, on regarde quel type d'action, on regarde le quota, les actions positives, les biais inconscients, et une composante d'implémentation qui est l'accord entre ce que l'organisation dit, ce qu'elle fait et ce qu'on obtient comme résultat. Et on voit dans cette perspective intergroupe, donc un groupe majoritaire, un groupe minoritaire qui sont un peu en conflit, on a vu que la seule dimension sur laquelle les deux groupes ne sont pas en conflit, sont accordés, c'est l'implémentation. Donc oui, si on parle, donc c'est pour ça que si on continue à parler beaucoup, le parler de la diversité crée beaucoup de tensions parce qu'on parle de ces grands engagements, de ces grandes idéologies. Les actions font aussi créer une sorte de tension, de conflit, puisque certains vont penser qu'accorder des ressources à certains et pas à d'autres, c'est pas juste. Faire des biais, des formations de biais inconscients, ça veut dire que ça pointe du doigt des personnes qui auraient potentiellement des préjugés. Donc, sur cette dimension normative et tactique, les groupes dominants et dominés sont en conflit, alors que sur la dimension implémentation, ça veut dire si on prend une action qui est bien menée avec une bonne justification et avec une bonne mesure d'impact sur lequel l'organisation est transparente, il y a beaucoup moins de conflits et finalement les deux groupes sont beaucoup plus accordés pour dire essayons de voir ce que ça donne. Sûrement la réduction des inégalités, c'est quelque chose qui peut être bénéfique à tous.